Quand je dis commencer, ça veut dire en fait poursuivre. On reconnaît un peu ça. Bon, nous avons commencé la dernière fois la Chine prédateur de l'Europe. Je vous rappelle qu'on avait commencé par un petit tour d'horizon géopolitique pour caractériser la situation actuelle. Donc, nous étions dans une phase de multipolarisation, mais en voie de bipolarisation, bien évidemment, les deux puissances en question étant les États-Unis et la Chine. Je vous avais dit que la caractéristique de cette époque, c'est ce qu'avait analysé Graham Allison, c'est-à-dire le piège de Thucydide. Et d'une façon prémonitoire, le livre de Allison s'appelle « Vers la guerre ». C'est tout à fait d'actualité. Donc, le danger, naturellement, c'est le piège de Thucydide, c'est-à-dire que lorsqu'une puissance se développe et menace une puissance installée, donc la Chine qui menace les États-Unis, on risque effectivement une guerre. Et ce, d'autant que la nouvelle puissance, la Chine, a des ambitions qui sont maintenant tout à fait affichées. Soyons clairs, la Chine a rappelé que pour son anniversaire, disons, de succès du communisme en 1949, donc en 2049, la Chine voulait être la nation dominante sur la Terre. Si on se réfère un petit peu aux présidents qui se sont succédés, enfin, présidents principaux, Mao, c'était la conquête du Parti communiste après la Longue Marche, hein, et puis, disons, quelques essais plutôt infructueux, le grand bond en avant, qui n'était pas tout à fait un bond en avant, qui s'est traduit par 30 millions de morts. Ensuite, la reprise du pouvoir par Mao, la révolution culturelle, vous connaissez le résultat. Bon, ça, c'était Mao. La Chine s'est inscrite sur la bonne trajectoire économique avec Deng Xiaoping, qui notamment a été inspiré par Lee Kuan Yew, le premier ministre de Singapour, qui a inspiré un petit peu la politique qu'il a conduite, c'est-à-dire se réformer d'une part et s'ouvrir d'autre part. Et Deng a choisi, contrairement à la Russie qui a voulu réformer et l'économie et le politique, a choisi de maintenir le politique et de réformer l'économie. Et ce fut le bon choix. Donc, Deng a fait attention de choisir un modèle, celui de Singapour, et d'éviter un contre-modèle, eh bien, c'est Gorbatchev et la disparition de l'URSS. Donc, voilà quel était le choix. Et bien sûr, l'objectif, c'était de profiter des erreurs de l'Occident qui s'est ouvert un peu facilement à la Chine et d'accepter que la Chine intègre l'Organisation mondiale du commerce sans en respecter tout à fait les règles, puisqu'elle a volé à peu près tous les secrets technologiques de l'Occident avec la complicité de ce dernier jusqu'à Trump. Donc, ça, c'est Deng, qui est l'auteur, le véritable auteur de la prospérité chinoise. Ensuite arrive Xi Jinping, qui est toujours en place, et alors que Deng avait dit qu'il fallait cacher sa brillance, qu'il fallait être modeste, eh bien Xi Jinping fait exactement le contraire, c'est une arrogance tonitruante. Il annonce ses ambitions et il les poursuit quoi qu'il arrive. Son objectif, effectivement, c'est de profiter de la conjoncture, c'est-à-dire la décadence des démocraties et de l'Occident qui est en déclin, ce qui est la caractéristique actuelle, notamment des États-Unis, après le passage d'un Trump qui a divisé comme jamais les États-Unis d'Amérique. Alors, je vous rappelle le plan, là, si Guy peut le représenter. On a deux grandes parties, l'histoire et puis ensuite l'actualité. Nous sommes toujours dans l'histoire, mais sur la fin
de cette histoire, vous voyez, dans la deuxième partie, c'est l'arrogance de Xi Jinping. Nous en sommes là. Nous avions vu là, alors on va poursuivre avant d'attaquer la deuxième partie. On avait vu la dernière fois quelles étaient les ambitions présentées par Xi. Eh bien, nous allons reprendre ces ambitions, plutôt les achever avant de passer à l'actualité. Alors, on en était aux routes de la soie. Les routes de la soie, les routes terrestres, les routes maritimes. On avait expliqué les raisons que les Chinois avaient de mettre en place ces routes de la soie, à la fois pour importer, pour exporter, et aussi pour développer leur influence sur l'ensemble du monde, et d'abord, bien sûr, sur l'Europe, sur l'Asie, sur l'Europe, sur l'Afrique. C'est ça, ces ambitions. Et le constat qui était le nôtre au terme des routes de la soie, c'est qu'après plusieurs années de poursuite des routes de la soie, eh bien, il y avait un ralentissement du côté chinois. Beaucoup moins de capitaux étaient engagés parce que, a priori, il y avait des effets pervers dans l'établissement des routes de la soie. Alors, ces effets pervers, c'était des investissements pas toujours économiquement justifiés. C'était de la corruption parce que les dirigeants en place se servaient au passage. C'était parfois des endettements supérieurs aux capacités de remboursement des pays, ce qui conduisait la Chine à se comporter comme des banquiers un peu brutaux, c'est-à-dire à exécuter leurs garanties. Alors, exécuter les garanties, ça voulait dire faire main basse sur quelques industries ou quelques infrastructures des pays en question. Donc, voilà, les routes de la soie ont provoqué quelques déboires et quelques révoltes des pays que la Chine tentait d'asservir. Alors, on a constaté un ralentissement des capitaux. Alors, la question se pose, est-ce que la Chine a fait tous ces prêts, parfois excessifs, délibérément pour accroître son influence, ou est-ce qu'ils ont mal calculé et se repentent un peu d'avoir prêté à des gens qui sont insolvables? On ne sait pas. On n'arrive pas à trouver l'explication. Toujours est-il qu'on constate un ralentissement quand même des capitaux engagés. Et en même temps, il y a une réaction quand même des autres pays, et notamment de l'Union européenne, qui trouve que la Chine, notamment en Afrique, mais pas seulement en Afrique, aussi en Europe, va trop loin, trop vite. Et l'Union européenne a décidé un vaste programme qui s'appelle Global Gateway, de 300 milliards d'investissements à favoriser par des financements assez complexes pour venir concurrencer la Chine, qu'elle ne soit pas la seule à proposer aux pays en voie de développement de financer des infrastructures. Donc, on constate deux points, les routes de la soie rencontrent des difficultés d'une part, et d'autre part, ça provoque une réaction de concurrence de la part de l'Union européenne. Apparemment, les États-Unis ont aussi l'intention de revenir dans l'assistance aux pays en voie de développement pour contrer l'influence chinoise. Donc, voilà en ce qui concerne les routes de la soie. Pièges financiers, conditionnalité, etc. Alors, on trouve des États comme le Monténégro, etc. Bon, je ne vais pas revenir sur le détail. C'est quelque chose que l'on peut aller étudier. Mais d'autres ambitions de puissance se manifestent. La domination mondiale que j'annonçais pour 2049, et en profitant bien sûr du déclin de l'Occident. Et la Chine propose aussi son modèle, comme un modèle
qui est plus efficace que les autres modèles politiques de ses partenaires. Alors ça, c'est nouveau. C'est le modèle totalitaro-capitaliste, à la fois capitaliste sur le plan économique, mais ce sont des vraies dictatures, mais qui démontrent en permanence leur efficacité. Et on assiste à une renaissance du nationalisme chinois qui vient en quelque sorte compenser le siècle des humiliations qui est essentiellement le 19e siècle. Alors, la pandémie a été l'occasion, on va y revenir plus en détail, mais était l'occasion de démontrer l'efficacité du modèle d'autocratie chinois, de le démontrer par la maîtrise que la Chine a pu prendre de la pandémie. Au passage, on s'aperçoit aussi que la Chine, avec la maîtrise de la pandémie, on va y revenir, l'assistance qu'elle a apportée aux pays en voie de développement, à côté des routes de la soie, essaie de conquérir le monde par le Sud. Si on joue au jeu de Go, sa stratégie d'encerclement, en fait, c'est d'arriver à exercer une influence sur les pays développés par l'intermédiaire des pays en voie de développement. Donc, efficacité, exemplarité, on aura l'occasion d'y revenir, mais on a pu voir que la Chine jouait cette carte, notamment lors du lancement des Jeux Olympiques. Elle en a profité pour montrer l'efficacité de son organisation, malgré les difficultés qu'elle a pu rencontrer, notamment la pandémie. Il y a eu une mise en scène assez colossale et une communication, un matraquage qui a été très importante pendant toute cette période. Alors, parmi les ambitions ou les moyens d'assurer sa puissance, il y a la maîtrise technologique. Alors, la Chine n'a pas hésité à voler des brevets, n'a pas hésité à imposer aux entreprises qui voulaient se développer en Chine de devoir transférer tout ou partie de sa technologie. Et donc, elle a capturé la technologie des pays qui voulaient travailler avec elle. Mais je vous ai aussi signalé la dernière fois que la Chine a été capable de générer des ingénieurs dans tous les domaines des sciences dures, mathématiques, physique, informatique, etc. Et que là où les Américains sortaient 300 000 ingénieurs par an, la Chine était à 1 300 000, plus des étudiants dans d'autres pays que chez elle. Donc, non seulement elle vole aux autres, mais elle a des capacités d'innovation qui lui sont propres. D'autre part, dans le domaine, par exemple, numérique, il y a une asymétrie, c'est-à-dire qu'elle interdit aux GAFAM de venir en Chine, mais elle-même, elle a mis une grande muraille pour les empêcher de passer, mais elle-même intervient dans l'ensemble du monde par BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, etc. Même chose en ce qui concerne la maîtrise des smartphones, des tablettes, des ordinateurs, des batteries, etc. Donc, il y a aussi une domination, une volonté de domination par la maîtrise technologique. Regardons maintenant ce qui s'est passé au niveau de la pandémie. On sait tous d'où est venue la pandémie de Chine qui, dans un premier temps, a été éminemment discrète sur le problème et n'a pas voulu que l'OMS diffuse au plus tôt des mises en garde. Donc, elle porte une responsabilité initiale dont, bien sûr, elle essaie de ne pas l'assumer. Et dès que il est devenu incontournable de reconnaître la pandémie et son origine chinoise, elle a tout fait pour montrer sa capacité exemplaire de maîtrise de cette pandémie, d'une part. Et d'autre part, elle a
pris des mesures de représailles contre tous les pays qui ont demandé qu'une enquête soit faite pour établir l'origine de cette pandémie. Est-elle naturelle sur des marchés comme on l'a pensé? Est-ce que c'est un laboratoire qui a mal maîtrisé? Et la Chine a fait de l'obstruction à une enquête internationale. Et quand celle-ci a eu lieu, c'était avec un fort décalage et les experts n'ont pas eu accès aux sources. Donc, nous en sommes réduits à des présomptions. Et chaque fois que certains pays ont insisté pour qu'une enquête puisse avoir lieu d'une façon efficace, eh bien, il y a eu des représailles. Celui qui a subi le plus de représailles, c'est l'Australie. L'Australie, qui travaillait beaucoup avec la Chine, et bien d'un seul coup s'est vue privée de débouchés. Et la Chine a pris un tas de contre-mesures contre cette pauvre Australie, au point de la jeter dans les bras des États-Unis. Et on peut voir comment la Chine a géré cette affaire. Dans un premier temps, elle a eu besoin de masques, ça on ne le dit pas, mais l'Union européenne a fourni des masques à Pékin qui avaient imposé une condition, surtout pas de médiatisation. Vous voyez, quand la Chine est dépendante et prise au dépourvu, surtout pas de médiatisation. Et quand ce fut l'inverse, c'est-à-dire c'est elle qui a exporté des masques, bien sûr, en Europe, en Italie, alors à ce moment-là, c'était la politique totalement inverse. Elle a médiatisé à l'extrême ses exportations. Et elle a même été au-delà, elle a fait donner les loups combattants, alors c'est la façon d'appeler les diplomates chinois, qui se comportent d'une façon fort peu diplomatique, et qui agressent les pays qui sont les partenaires. Par exemple, en disant qu'en France, dans les EHPAD, on faisait mourir les vieux parce qu'on ne les soignait pas. Elle a pris à partie de notre ministre des Affaires étrangères. On a encore Gondas, un spécialiste de l'Asie, un brave expert, qui était qualifié de hyène. C'est assez extraordinaire la façon dont les diplomates ont attaqué l'Occident sans aucune retenue. Elle a fait ça, bien sûr, pour toute la partie pandémie, et elle a exploité de la même façon, avec la même vergogne, les vaccins. Et de même qu'elle a aussi exploité les différences qui ont pu avoir lieu au sein de l'Union européenne. Donc, ils ont réussi à retomber sur leurs pieds, mais avec une diplomatie du vaccin qui était couplée avec des intérêts mercantiles d'exportation du vaccin, d'ailleurs dont on a pu douter un peu de l'efficacité à un certain moment. En tout cas, la pandémie accélère le grand basculement du monde vers l'Est. La Chine a profité, elle est à l'origine de cette pandémie, mais elle a profité de cette pandémie pour accroître son influence. Alors maintenant, toujours dans les ambitions, l'aspect économique. Alors, l'aspect économique, je l'ai déjà évoqué la dernière fois, on a toujours un petit problème parce que si on se fie aux stats du Fonds monétaire international, aux statistiques du Fonds monétaire international, les États-Unis ont le PIB le plus élevé, 21 400 milliards de dollars, et la Chine seulement 14 300, ça c'est en 2019. Avec un taux de croissance supérieur en Chine par rapport aux États-Unis. Et la Chine est passée de moins de 2% il y a 15 ans du PIB mondial à 16%, pendant que les États-Unis régressaient un peu de 25 à 24. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on raisonne en parité de pouvoir d'achat, ce qui est la bonne façon de faire, eh bien, la Chine est au-delà du PIB des États-Unis.
comme elle a un taux de croissance supérieur, on voit bien qu'il est inéluctable qu'elle prenne le leadership sur les Américains dans les années qui viennent. Donc, cette Chine qui a ce niveau de développement continue aussi de passer des accords, de chercher des partenaires économiques. Et notamment, elle a passé un accord pour entrer dans le RCEP, autrement dit, c'est un accord économique de l'Asie, en grande partie, mais pas seulement, pour baisser les droits de douane. Et cette zone, en quelque sorte, qui a vocation à devenir une zone de libre-échange, regroupe à peu près un tiers de la population mondiale et du PIB mondial. C'est quelque chose d'important. Alors bien sûr, les accords qui sont prévus n'ont rien à voir avec ceux de l'Union européenne, ça va beaucoup moins loin, ça reste uniquement sur le plan commercial, sur le plan des échanges, mais quand même, c'est la première fois que la Chine participe à un tel accord. Alors, il y a une quinzaine de pays qui en font partie. Tout d'abord, tous les pays de l'ASEAN. Vous voyez bien, quand on regarde ce qui entoure la Chine, il y a une dizaine de pays, alors je vous les cite. C'est la Birmanie, Brunei, Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Et à ces pays s'ajoutent d'autres pays plus développés, le Japon, l'Australie, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande. Donc, voilà les partenaires commerciaux que la Chine va avoir. Et ça, c'est la première fois, et ça lui donne un terrain de jeu proche de chez elle pour assurer son développement, notamment son développement externe. De la même façon, à côté du développement économique, la Chine recherche des alliances. Des alliances, alors cette fois-ci, un peu plus économiques aussi, bien évidemment, mais aussi militaires. Et notamment, parmi ces alliances, la Russie. Et nous avons eu un exemple important lorsque, à l'inauguration des Jeux Olympiques, eh bien, Poutine est intervenu aux côtés de Xi Jinping et ils ont publié un communiqué faisant part de leur alliance et de leur soutien mutuel. La Russie soutient les ambitions de la Chine, notamment en direction de Taïwan. La Chine s'est gardée de soutenir les ambitions de la Russie du côté de l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas citée dans le texte, mais il n'empêche que la Chine soutient la Russie dans sa politique. À côté de ça, la Russie et la Chine ont aussi des accords avec l'Iran. Alors l'Iran qui est un peu coincé par toutes les mesures, les contre-mesures commerciales de l'Occident, l'Iran a trouvé un débouché pour son pétrole en direction de la Chine. Ça permet à l'Iran de s'alimenter et ça permet à la Chine de s'alimenter en pétrole, bien sûr, avec un rabais, parce que la contrepartie du contournement de l'obstacle occidental, c'est bien sûr un rabais sur le prix du pétrole. Et il y a aussi des accords avec l'Arabie saoudite. Alors, ceci étant, faire attention, parce que l'Arabie saoudite et l'Iran ne s'entendent pas beaucoup, mais il n'empêche que la Chine développe des alliances et le plus dangereux pour l'Occident, c'est quand même l'alliance avec la Russie. On le voit aujourd'hui, des mesures vont être prises contre la Russie, mais il n'est pas question d'intervention militaire de l'Occident. Mais ces mesures n'auront pas la portée qu'on aurait pu attendre dans la mesure où la Russie pourra se tourner vers la Chine. Et ça, c'est un problème assez grave, ce rapprochement des deux dictatures, Chine et Russie. Et on redoute pour l'Occident
d'être entraîné dans un piège de la simultanéité, parce que les deux dictateurs font les mêmes analyses. L'Occident est en situation de faiblesse. Cette situation de faiblesse ne va pas s'éterniser. Et est-ce qu'il n'est pas opportun d'exploiter cette situation aujourd'hui? C'est ce que pense Poutine, sinon il n'aurait pas fait ce qu'il a fait hier. Mais les Chinois regardent de près la réaction de l'Occident pour savoir s'il n'est pas opportun pour eux de prendre des initiatives. Soyons clairs, du côté de Taïwan. Et vous voyez, c'est ça le piège de la simultanéité. Alors, si j'anticipe un peu sur ce qu'on peut dire plus tard, il semble que l'Occident ait commis une erreur, autant Kissinger a fait en sorte d'avoir pour les États-Unis de meilleurs rapports avec la Chine, tout en maintenant des rapports convenables avec la Russie, des meilleurs rapports que la Chine et la Russie ne pouvaient en avoir entre eux. Et voilà qu'aujourd'hui, on n'a pas su faire comme les Horaces, c'est-à-dire diviser les Curiaces. Les Curiaces sont en train de s'unir contre le race affaibli que nous sommes. Ceci étant, il faut voir qu'il y a quand même à terme une compétition entre la Chine et la Russie, notamment pour l'Asie centrale, voire pour la Sibérie. Et c'est là que d'aucuns disent que Poutine est meilleur technicien, ce qu'il est en train de faire en ce moment, que stratège. Parce qu'en se rapprochant de la Chine et en se rendant un peu dépendant de la Chine, eh bien, il compromet l'intérêt à terme de la Russie pour bénéficier d'un accroissement d'influence à court terme. Donc ça, c'est un élément de réflexion stratégique. Si on continue dans les ambitions, la Chine développe aussi un soft power qui est assez discret, mais qui est néanmoins très présent, notamment par les instituts Confucius, qui sont répartis sur l'ensemble du monde et qui permettent d'exercer une influence intellectuelle. D'autre part, la Chine cherche aussi à développer son influence dans les universités occidentales. Alors, on l'a vu notamment en Australie, mais c'est vrai aussi dans les universités françaises et dans d'autres pays européens. Et notamment, la Chine consacre beaucoup d'argent à exercer cette influence et à acheter des influenceurs, que ce soit des hommes politiques, des journalistes, des universitaires ou des chercheurs. Alors, c'est discret, mais c'est quand même assez important. Par exemple, en France, vous avez un ancien Premier ministre, Raffarin, qui est un défenseur des intérêts chinois, qui fait partie dans les échanges culturels. Et puis, j'en connais un autre qui n'est pas du tout célèbre, mais néanmoins qui, dans le monde politique, et entretient des rapports importants avec la Chine. Donc, ceci, il ne faut pas l'oublier, c'est très discret, mais c'est quand même très efficace. Maintenant, regardons les rapports de la Chine avec l'organisation mondiale. Et là, il y a essentiellement deux stratégies. La première, c'est l'entrisme, c'est-à-dire la Chine cherche à jouer un rôle dans l'organisation mondiale telle qu'elle existe aujourd'hui. Par exemple, c'est le seul pays au monde qui dirige 4 filiales de l'ONU. En principe, un pays dirige une filiale, hein, c'est réparti. On a quand même 180 pays, hein, il y a de quoi quand même se répartir. Mais la Chine dirige 4 filiales. Aucun autre n'en dirige autant. Et si on regarde, on trouve des Chinois qui sont bien placés au Fonds monétaire international. Par exemple, ils ont un poste de directeur général adjoint. Ils ont un directeur exécutif à la Banque mondiale. Bon, et je pourrais continuer, il y en a un peu partout.
Donc, les Chinois cherchent à s'introduire, pratiquent l'entrisme dans les organisations mondiales. Et si on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'ils sont particulièrement présents dans les institutions qui sont chargées d'élaborer des normes internationales. Parce que la grande bataille du XXIe siècle va être sur les normes. Au XXe siècle, l'Union européenne a joué un rôle très important dans les normes. Nous sommes la première zone commerciale, donc quand on est le premier client, on peut imposer beaucoup de choses à ses fournisseurs. Et là, vous voyez que le fournisseur de normes va se déplacer. Et ça, c'est un pouvoir. Alors, par exemple, la Chine dirige l'Organisation internationale de normalisation, l'électronique internationale, les générations de téléphonie. Voilà comment elle se situe. Donc, j'ai dit deux stratégies, l'entrisme, c'en est une, et puis on a une autre, c'est la création d'un réseau concurrent. Notamment, la Chine a créé l'AIB, l'A2IB, c'est-à-dire la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, qui est en concurrence avec la Banque mondiale, ne parvenant pas à exercer toutes les responsabilités qu'elle revendique, eh bien, elle crée une autre organisation internationale qui prend de l'ampleur. Et ce qu'on peut extrapoler au XXIe siècle, c'est qu'une nouvelle organisation du monde est en train de se mettre en place en concurrence avec l'ONU. Et bien évidemment, elle cherchera aussi bien, par son entrisme, à exercer une influence dans ce qui existe, qu'à, bien sûr, diriger complètement l'organisation qu'elle crée à sa main de son côté. D'autre part, depuis 2008, elle a regroupé les BRICS. Alors autrefois, c'était une appellation qui ne correspondait pas à une organisation politique. Maintenant, c'est bien une organisation politique, économique, en tout cas de concertation. Ce sont le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud, etc., qui sont regroupés autour de la Chine et depuis 2008 et rejoint bien sûr par la Russie en 2014. Voilà, je m'arrête sur les ambitions de Xi Jinping. Nous allons attaquer maintenant l'actualité, mais avant de ce faire, je vais vous passer la parole pour réagir à cette première partie sur les ambitions annoncées, en cours de réalisation et proclamées par la communication chinoise. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je dirais que lorsque tu dis que la Chine soutiendra la Russie dans ses guerres de conquête, mais qu'elle n'a pas cité ou soutenu pour la conquête de l'Ukraine, c'est vrai aussi parce qu'elle vient de prendre une légère distance. Mais cette distance est-elle réelle ou est-elle calculée? Moi, je dirais qu'elle est plutôt calculée dans le sens où, ne citant pas l'Ukraine, elle ne cite pas non plus les pays baltes, elle ne cite pas non plus d'autres pays qui pourraient être d'autres proies pour la Russie pour reconstituer son empire. Donc, pour éviter d'effrayer tout le monde. Voilà, donc on peut imaginer ça. Maintenant, la Chine va quand même peut-être éviter de scier la branche sur laquelle elle est assise, c'est-à-dire que ses principaux marchés, si elle entre en conflit avec ses principaux marchés, elle a plus à perdre que la Russie dont on dit qu'elle a le PIB de l'Espagne, quoi. Donc, elle fera très attention au mouvement qu'elle opérera pour éviter de se couper de ses ressources. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas son marché intérieur. D'ailleurs, tu l'as bien souligné avec le PIB qui est moindre celui des États-Unis.
le calcul du PIB prend en compte aussi la consommation intérieure. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle le PIB chinois est inférieur à celui des États-Unis. Voilà, c'était le commentaire que je voulais faire. Oui. Alors, avant de répondre, est-ce qu'il y a une autre intervention? Non? Bon. En ce qui concerne la Chine est prudente dans ses déclarations et comme tout stratège, il faut se ménager le maximum de degrés de liberté à tout moment. Hein. Donc, elle est prudente, ne sachant pas d'ailleurs trop ce que la Russie avait en tête ou a l'intention de faire. Bon, ça, je pense, ce sera encore le cas pendant quelques temps. Tout dépend de la façon dont la Chine va analyser les réactions de l'Occident. C'est là qu'il faut faire attention dans les réactions à ce que fait la Russie. Ça peut inspirer la Chine. Deuxième chose, il faut faire attention entre l'Ukraine et par exemple les Pays-Baltes. Les Pays-Baltes sont dans l'OTAN. Et ça, c'est quand même quelque chose, une différence colossale avec un K majuscule. C'est l'une des raisons qui ont peut-être poussé Poutine à intervenir en Ukraine, c'est que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Pas encore. Donc, si elle voulait intervenir, c'est avant. Parce que après, il est évident que si l'OTAN ne faisait pas jouer l'article 5, c'est-à-dire si un des pays est agressé sans qu'il y ait d'intervention militaire de l'OTAN, celle-ci n'existe plus. Il n'y a plus d'alliance. Elle perd toute crédibilité. Donc, je ne vois pas l'Occident accepter que l'Alliance atlantique perde toute crédibilité. Ce serait éminemment dangereux. Donc, voilà, le fait d'appartenir à l'OTAN est important. Et d'ailleurs, vous voyez les réactions actuelles de l'OTAN et des États-Unis, c'est d'envoyer des troupes sur la frontière russe pour montrer justement que cet article 5 existe toujours et que l'Alliance interviendrait. C'est dans un but dissuasif que c'est fait. Bon, il est évident que et ce qu'on peut dire d'ailleurs, c'est que finalement Poutine a rendu un grand service à l'OTAN dont Macron disait qu'elle était en état de mort cérébrale. Ces derniers jours, ce n'est pas le constat qu'on fait, c'est exactement l'inverse. Et c'est vital pour l'Occident que l'OTAN reste crédible. Donc, voilà, ce qu'il faut bien distinguer, c'est les deux. Et la Chine, là, à répondre à la question, est-ce qu'il faut jouer de la simultanéité et profiter de la faiblesse de l'Occident, l'Europe et des Unis? Les démocraties ont des problèmes internes avec tout ce que nous connaissons et le développement du populisme notamment. Donc, n'est-ce pas le moment de profiter de cette faiblesse? Voilà, c'est la grande question. Mais pour la Chine, ça semble quand même tôt, prématuré, sauf si elle considère, alors tout va dépendre de l'évolution de l'Ukraine, hein, qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça peut l'inciter à accélérer, à prendre des risques? Pour l'instant, je ne pense pas, mais tout dépend de ce qui va se jouer dans les jours qui viennent. Donc voilà pour cet aspect-là. Donc maintenant, on va attaquer la deuxième partie, c'est-à-dire l'actualité, en commençant par les spécificités et les vulnérabilités de la Chine. Et pour ça, Guy, est-ce que tu peux envoyer le tableau comparatif États-Unis et Chine, notamment le choc des cultures? Alors, dans ce tableau, le premier point, c'est la perception de soi. Voilà. Vous voyez que les États-Unis se conçoivent comme le numéro 1, c'est-à-dire la puissance la plus importante,
dans un ordre mondial organisé par les Américains au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Alors que la Chine se perçoit comme le centre de l'univers. Et tout à l'heure, je vous ai dit que la Chine pratiquait l'entrisme pour entrer dans l'organisation mise au point par les États-Unis, dans l'Occident, mais en même temps, elle se conçoit comme le centre de l'univers et elle va, tout au long de ce 21e siècle, organiser l'univers, c'est non seulement son pays, mais son environnement immédiat et le reste du monde, en fonction de ses choix, de ses options. Vous voyez, ce n'est pas une puissance parmi d'autres, une de plus, c'est pas ça. C'est une conception civilisationnelle tout à fait différente et qui va se développer concurremment avec l'Occident au cours du XXIe siècle. Bon, c'est une première chose. Valeur fondamentale, en Occident, c'est la liberté. Bon, c'est évident, il suffit de regarder l'histoire. Mais en ce qui concerne la Chine, c'est l'ordre. Et à la limite, la Chine, on retrouve la philosophie grecque. Et la philosophie grecque, c'était le bel ordonnancement du monde, de la nature autour de soi. Bien sûr, tout ça orchestré par les dieux. Et ce qu'on attendait des hommes, c'est que chacun reste à sa place, que chacun sache qui il est et s'adapte à l'ordre mondial. C'est ça que la philosophie grecque recommandait, de s'adapter à son environnement, c'est-à-dire d'accepter l'ordre tel qu'il est et non pas, au nom de la liberté, organiser des révolutions. Donc, ce sont des dominantes très importantes. Conception du gouvernement. Pour les libéraux, c'est le mal nécessaire. Bon, on sait bien aujourd'hui, le libéralisme s'est développé, notamment le néolibéralisme dans le cadre de la mondialisation, c'est-à-dire multiplication des échanges non régulés par un gouvernement, avec les conséquences que l'on sait. La mondialisation heureuse, c'est du passé, c'est plus l'actualité. Quasiment, ça s'est terminé en 2008, au moment de la crise financière de 2008, qui est la phase finale de la mondialisation heureuse. Et puis on voit les conséquences. Le populisme, c'est bien une conséquence. C'est que tous ceux qui, en Occident, ont souffert de cette mondialisation, eh bien, font savoir que ça ne peut pas durer. Alors qu'en Chine, le gouvernement, c'est un bien nécessaire. Toute la population accepte, alors volens nolens, mais accepte quand même le gouvernement autoritaire et considère cela comme un bien. D'ailleurs, on va retrouver ça, disons qu'en Occident, l'une des grandes valeurs, c'est l'individualisme, c'est-à-dire la liberté exacerbée, la poursuite du bonheur individuel ou en petit comité, en laissant tomber le lien civique. Alors qu'en Chine, c'est le contraire. Ce qui est dominant, ce n'est pas l'individualisme, c'est ce qu'on appelle le holisme, c'est-à-dire le tout. L'intérêt général doit l'emporter sur l'intérêt particulier. Et en tout cas, il l'emporte, que les populations le veuillent ou non, c'est imposé. Mais comme toute bonne imposition, il vaut mieux que ceux qui obéissent le fassent d'une façon consentante. Donc, il suffit de les éduquer de cette façon-là. Si on regarde les formes de gouvernement démocratique en Occident, autoritarisme à l'écoute quand même, parce que les dirigeants savent que s'ils veulent maintenir leur autorité, il faut qu'ils livrent de préférence une prospérité économique, à tout le moins un nationalisme exacerbé, partagé. Par exemple, en Turquie, en ce moment, le plan économique, ce n'est pas brillant, donc il faut quand même qu'Erdogan montre qu'il est le patron de l'empire musulman. Sinon, il ne reste plus que la coercition. Alors, la coercition, en Chine, on sait ce que c'est, puisqu'il y a des contrôles faciaux sur les téléphones.
les gens doivent se nourrir de la pensée de Xi Jinping. Et sur les téléphones, on regarde si vous passez du temps à lire la pensée de Xi, et en plus, il y a des questionnaires pour savoir si vous avez bien compris. Et si c'est une dictature effroyable, avec des notes civiques. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un bon citoyen, vous êtes noté, vous êtes pénalisé dans l'accès aux services publics, par exemple. Bon. Donc, il faut être à l'écoute pour répondre quand même aux attentes des citoyens ou disons des gouvernés. Sinon, ça pourrait être dangereux. Alors, le modèle missionnaire à l'Ouest, c'est-à-dire on veut vendre partout, comme la religion catholique, il faut convertir autour de soi, mais l'islam fait la même chose. En revanche, en Chine, on est tellement spécifique qu'on n'est pas du tout ouvert aux autres civilisations, aux autres races. Alors, prenons un exemple, ce n'est pas tout à fait la Chine, c'est le Japon. Regardez le Japon, il a des problèmes démographiques, mais il préfère gérer ces problèmes démographiques en cherchant des solutions du côté de la productivité plutôt que de s'ouvrir à l'immigration. Et la Chine, c'est la même chose. Bon, je m'arrête. Pour les étrangers, voilà, c'est la même chose. Société inclusive d'un côté, on intègre notamment les États-Unis tous les migrants. Société exclusive, Chine, Japon, on n'en veut pas. L'horizon temporel, on en a déjà parlé. En Occident, c'est tout de suite, ici et maintenant. Alors que la Chine a une vision d'éternité. Et ça, c'est important parce que ça permet de concevoir des stratégies qui s'inscrivent dans la durée, dans la longue durée. Et ça permet aussi à la Chine de poursuivre durablement sa stratégie. Et si on regarde Poutine de l'autre côté, on n'est pas sur de la longue durée. À la limite, est-ce qu'il ne privilégie pas l'intérêt de Poutine à court terme contre l'intérêt de la Russie à long terme? Bon. Les changements, l'invention, la technologie, on voit bien, c'est Heidegger qui disait que l'Occident est poussé par l'innovation technologique. Une entreprise qui n'innove pas disparaît. Donc, on n'innove pas au service d'un objectif particulier, on innove parce que si on n'innove pas, on disparaît. C'est une contrainte. Alors que dans la Chine, on voit restauration, évolution. Par exemple, quand on regarde l'histoire, il y a eu le 19e siècle, avec tous les excès, les humiliations qu'a connues la Chine, eh bien, elle se refait une santé, elle évolue et elle prend, disons, des trajectoires d'adaptation, ce qu'elle a manqué à faire du 18e siècle au 20e, eh bien, elle le fait maintenant et elle accélère. Politique étrangère, un ordre international donc conçu rationnellement. En face, on aurait plutôt une hiérarchie harmonieuse. La Chine veut simplement sa juste place, qu'on reconnaisse sa valeur, qu'on reconnaisse sa puissance. Vous voyez, et bien sûr son influence dans sa zone justement d'influence. Et vous retrouvez des harmonies avec la Russie. Alors, c'est moins philosophique en Russie, puisque la Russie est quand même plus vers l'Occident, vers la rationalité, mais il y a quand même des convergences. Donc, voilà le choc des cultures que l'on va connaître au cours du siècle, et vous voyez que ça vient quand même de loin dans l'histoire, dans la philosophie, dans les croyances de ces deux civilisations qui vont se frotter dans le siècle qui vient. Alors, maintenant, on a vu les ambitions de la Chine, quelques vulnérabilités, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Alors, la première vulnérabilité, elle est démographique. Elle est démographique parce que depuis 2012, la population active en Chine diminue. La Chine vieillit. C'est ça son principal problème. Elle vieillit. Les plus de 65 ans représentaient 12% de la population en 2019
et on va monter à 25% en 2049. Et là, le système de retraite n'est pas prêt à la hauteur de ce qu'il va falloir financer. L'une des conséquences, ça va être aussi donc des dépenses pour le troisième et quatrième âge, et puis un ralentissement de la croissance, parce que lorsqu'on vieillit, eh bien, économiquement, on est moins performant, et d'autre part, la population active va diminuer. Et la question, c'est est-ce que la Chine ne va pas devenir vieille avant d'être prospère? Alors, bien sûr, elle se développe, mais son niveau de PIB par habitant, c'est à peu près 20 000 $. C'est Costa Rica ou Bélarus, hein, la Biélorussie, c'est à peu près ça le niveau. Ce n'est pas extraordinaire. D'autre part, sur le plan démographique, vous avez un déséquilibre. Il manque 33 millions de femmes par rapport au nombre d'hommes. Alors, question pourquoi? Bon, pendant qu'il y a eu un enfant unique, vous connaissez les règles habituelles. Les règles habituelles d'observation courante, c'est sur 1000 naissances, il y a 512 garçons, sauf en Chine. Donc, vous voyez ce qui s'est passé, là c'est clair. Et la conséquence, c'est que ce déséquilibre qui est dû à la politique de l'enfant unique n'est pas compensé quand on a permis aux Chinois d'avoir un nombre illimité d'enfants. Quel est le constat? Eh bien, c'est que le taux de fécondité est de 1,6. Le taux de reproduction des générations, c'est 2,10. Vous voyez que la Chine, aujourd'hui, n'équilibre pas sa population, et que les conséquences de l'enfant unique vont faire sentir leurs conséquences pendant encore des décennies. Autre problème, le ralentissement économique, notamment pour des raisons démographiques, et d'autre part les inégalités croissantes. Inégalités tout simplement parce que vous avez les anywhere et les somewhere. Alors les somewhere, c'est la Chine de l'intérieur. Les anywhere, les cosmopolites, c'est les côtes qui se développent, et ça accroît l'inégalité à l'intérieur du pays. Alors, le problème, c'est que la croissance des inégalités a tendance à menacer l'unité du pays et l'autorité des dirigeants. Donc là, il y a une vulnérabilité. D'autre part, le nationalisme exacerbé. On a vu tout à l'heure les ambitions qui sont affichées, urbi et torbi, à l'intérieur de la Chine vis-à-vis du reste du monde. Donc, les dirigeants promettent une prospérité économique et puis promettent aussi d'étendre leur puissance sur la mer de Chine méridionale, hein, sur des îles, on en parlera un peu tout à l'heure, ou sur Taïwan, ou bien encore d'arrondir la frontière contre l'Inde, hein, parce qu'il y a des guerres là aussi de ce côté-là. Donc, le nationalisme permet de mobiliser, de rassembler autour de projets et d'ambitions d'extension. Ceci étant, il y a un risque, c'est qu'il ne faut pas décevoir. C'est bien de promettre, mais il faut quand même livrer à un certain moment des objectifs qui ont été promis. Si on promet de récupérer Taïwan, il faudra bien un jour ou l'autre en prendre les moyens. Et un politologue chinois, qui s'est fait virer d'ailleurs, il était une des grandes universités de Chine, a dit que Xi a transformé un parti communiste en formation de droite ultranationaliste. Bon, il ne faut pas dire la vérité en Chine, vous voyez. Mais c'est assez vrai quand même. La conséquence, c'est la violence, l'acceptation de la violence et même la banalisation de la violence vis-à-vis du reste du monde, avec les risques de déception dont je parlais tout à l'heure. Vous avez aussi un développement du culte de la personnalité. C'était le cas avec Mao, ça l'était beaucoup moins avec Deng Xiaoping, mais ça revient,
et notamment Xi Jinping dirige contre les règles de Deng Xiaoping. Celui-ci avait dit surtout pas de culte de la personnalité. Arrêtons avec, depuis Mao, arrêtons avec ça. Et vous voyez qu'on revient au culte de la personnalité. D'autre part, Deng avait dit pas plus de 2 mandats pour éviter qu'on s'installe au pouvoir. Que fait Xi? Eh bien, il déborde les 2 mandats. Il se représente pour un 3e mandat, puis il n'a pas l'intention de partir. Il a réformé la Constitution et il a l'intention de rester le plus longtemps possible. Donc, vous voyez que les règles de sagesse qui ont été inventées par le prédécesseur de Xi sont en train d'être mises à mal, ce qui représente un certain danger. Vous avez aussi, dans les faiblesses, la cyberdictature dont je parlais tout à l'heure, au nom du holisme, c'est-à-dire du bien commun, reconnaissance faciale, l'endoctrinement, etc. Mais ceci va-t-il être accepté indéfiniment? Ça risque d'indisposer quand même les nouvelles générations, d'autant que malgré tout, avec les réseaux sociaux, il y a quand même une circulation d'informations qui n'existait pas autrefois, où on pouvait plus facilement contrôler. Vous avez aussi dans les faiblesses les répressions de minorités nationales, notamment au Xinjiang ou bien au Tibet. Alors, Xinjiang, c'est les Ouïghours, etc. Bon, c'est dans la presse d'une façon régulière, mais il n'empêche qu'il y a à l'intérieur du pays des comportements qui sont excessifs et qui ne sont pas très démocratiques. Autre faiblesse, l'endettement. Alors là, il faut faire attention parce qu'il ne s'agit pas de l'endettement de la Chine. L'endettement de la Chine, c'est inférieur à 70%, première chose. Et deuxièmement, une grande partie de l'endettement chinois, d'État chinois, est détenu par des Chinois. Donc, ce qui est dangereux, en fait, pour un État, c'est l'endettement détenu par des tiers, des non-nationaux. Donc, l'endettement chinois en tant que tel n'est pas dangereux. En revanche, l'endettement des entreprises et l'endettement d'administration publique, lui, est dangereux parce qu'il est excessif. L'État a mal maîtrisé ce niveau d'endettement et il y a des risques d'insolvabilité et de contagion. Notamment, on l'a vu la dernière fois dans le domaine de l'immobilier. Toujours dans les faiblesses, la communication. Alors tout à l'heure, j'en ai déjà parlé, communication à la fois interne et externe, avec notamment les loups combattants, c'est-à-dire les diplomates qui sont fort peu des diplomates, ou bien encore la Chine qui attaque outrancièrement l'Occident, ou la Chine qui proclame ses objectifs ou qui dénigre énormément autour d'elle, ce qui fait que Xi Jinping, comme on dit, a réussi à s'aborder ses relations avec les États-Unis, avec l'Afrique, avec l'Asie du Sud-Est, avec l'Europe, et ces excès de communication, notamment autour de la pandémie, eh bien, sont contre-productifs. Alors, malgré tout, cette communication continue, c'est l'autosatisfaction, l'agressivité et la désinformation. Alors, c'est un peu inquiétant. Pourquoi diable est-ce que la Chine continue? Eh bien, elle est sûre d'elle-même, ça c'est une première chose, elle n'a pas peur des effets pervers de sa façon d'être, et d'autre part, elle semble vouloir exploiter une opportunité de faiblesse de l'Occident dont j'ai déjà parlé. Donc, c'est une interprétation. La Chine cherche à être influente en économie, technologie, en militaire et sur le plan idéologique. Ceci étant, cette façon de faire révèle aussi une hantise de la Chine, c'est de subir le sort de l'URSS. Parce que
les dirigeants affichent cette assurance pour notamment asseoir leur autorité. L'on constate que la poursuite du rêve chinois, le rêve chinois, c'est ainsi que Xi Jinping nomme ses ambitions, eh bien, tout ceci a provoqué des réactions de la part des États-Unis, notamment de Biden, qui cherche à organiser la résistance à la Chine en regroupant les démocraties. Bon, voilà ce que l'on peut dire sur les caractéristiques de la Chine et sur quelques éléments de faiblesse que j'ai recensés. Alors, avant d'attaquer l'Europe vue par la Chine, vos réactions. Est-ce qu'il y a des interventions sur... Non? Si, je l'ai écrit dans le dialogue, enfin dans la discussion, mais malgré tout, nous sommes, nous, les raisons de la montée en puissance de la Chine. En leur confiant nos usines, nos productions et l'argent qui va avec, c'est nous qui, pour une grande part, leur avons donné la puissance qu'ils ont, puisque ça n'est pas vraiment, ça reste très modeste, la consommation intérieure qui a pu les faire monter aussi haut. Et en ce faisant, nous leur avons aussi confié notre technologie. Et donc, qui leur a permis également de franchir certaines étapes, parce que je me souviens des consultations qu'avait faites la Chine dans les années 80-90, notamment pour le TGV, et ça leur a simplement permis de regarder comment c'était fichu, et ça leur a permis ces dernières années de déployer des trains à grande vitesse, mais quasiment de réalisation totalement chinoise. Oui, c'est l'un des problèmes, je pense, de l'Occident. Il n'y a pas que de stratégie d'État, il y a aussi des entreprises, et non des moindres, qui ont des intérêts égoïstes. Le marché chinois, c'est quand même un marché important, hein, actuellement et surtout à l'avenir. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui souhaitent faire des affaires en Chine et sont prêtes pour pouvoir réaliser des profits en Chine, assurer un développement technologique qui pourra se révéler préjudiciable à l'Occident, c'est sûr. Hein. Et c'est de cela dont il faudra se méfier. Disons qu'en Europe, vous avez un voisin, l'Allemagne, qui a été vendre des voitures en Chine et a accepté quand même pas mal de choses en contrepartie. Hein. Donc, là aussi, c'est une question que nous, Européens, devons résoudre. Par exemple, il y a peu de temps, l'Europe a accepté, quand l'Allemagne présidait le Conseil des ministres de l'Union européenne, un accord sur les investissements chinois. Et l'Allemagne a poussé pour que cet accord soit signé, sinon il n'aurait pas été aussi vite. Ceci étant, l'accord n'est pas ratifié. Hein, et je ne suis pas sûr qu'il le soit un jour. Mais on voit bien que les intérêts commerciaux ou économiques ont porté un certain préjudice, si vous voulez, aux relations politiques telles qu'elles auraient dû s'établir. Donc effectivement, il y a une faiblesse de l'Occident de ce côté-là. Bon, alors on attaque la quatrième partie, c'est l'Europe vue par la Chine. Alors, la Chine, en fait, a tendance à voir en Europe le maillon faible de l'Occident. Et c'est pour ça que la Chine attaque plus particulièrement l'Europe
compte tenu de cette faiblesse apparente. Alors, cette faiblesse qui existe depuis un certain temps a été accrue par la pandémie et par les conséquences économiques que cette pandémie doit engendrer. Et d'autre part, l'autre faiblesse constatée, désunion bien sûr des pays au sein de l'Union européenne et puis montée des populismes. Donc voilà les situations de faiblesse qui sont constatées et qui constituent une opportunité pour faire des pressions sur l'Europe. Alors, on pourrait constater aussi un certain somnambulisme stratégique. La Chine a été solidaire un peu de l'Occident en 2008-2009 au moment de la crise. Elle a relancé et assuré des débouchés pour l'ensemble du monde. C'était le dernier moment où la Chine a joué un rôle multilatéral. Je vous rappelle que 2008-2009, c'était avant l'arrivée de Xi Jinping. Depuis, c'est beaucoup moins le cas. Et l'Union européenne, soyons clairs, est un acteur de second rang dans l'Indo-Pacifique. Peu de pays européens sont présents là-bas, la France notamment. Et la présence des intérêts européens, c'est surtout au travers de la circulation dans l'Indo-Pacifique, parce que 25% à peu près du PIB mondial circule dans les mers chinoises et on souhaite maintenir la liberté de navigation. D'autre part, dans les faiblesses européennes, l'Europe a tendance à être pusillanime, elle subit beaucoup par crainte de représailles. Elle a du mal à avoir une volonté. Alors, quelles sont les stratégies chinoises? Eh bien, d'abord, c'est de profiter de cette situation. Vendre des produits, vendre des solutions à l'Europe, c'est quand même la première zone commerciale du monde, s'approprier les technologies européennes. La Chine est devenue le premier fournisseur de l'Union européenne devant les États-Unis, ce qui crée de la dépendance. On s'en est aperçu avec la pandémie, c'est là qu'on s'est aperçu qu'on était très dépendant dans certains domaines de la Chine. Ça permet aussi de conduire des guerres économiques asymétriques parce que la Chine a pris le contrôle d'entreprises européennes, d'infrastructures. Et par exemple, l'Allemagne ne s'y opposait pas jusqu'au moment où la Chine a barboté la première usine fabriquant des robots. Et là, les Allemands ont pris peur. Il a fallu ça pour qu'ils prennent peur il n'y a pas longtemps, il y a un peu plus d'un an. Donc, profiter et piller, notamment tant que Trump n'a pas dit non. Profiter. Deuxième stratégie, influencer. Et notamment, la Chine a recruté une armada d'influenceurs en France, ça s'appelle Chinabrücke, beaucoup d'espionnage, d'attaques cybernétiques, les instituts Confucius dont on parlait tout à l'heure, des prêts à pas dans le cadre des routes de la soie, on l'a vu, et puis en Europe, les fameux 17+1 pour financer des investissements et exercer une influence politique. Alors, qui sont les 17 complices de la Chine? C'est réunis régulièrement depuis plusieurs années. Eh bien, on trouve les pays baltes, le groupe de Visegrad, 4 pays, la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie, la Slovénie et la Grèce. Autrement dit, 12 pays de l'Union européenne, plus les Balkans occidentaux. Donc, vous voyez, la Chine participe à la division de l'Union européenne et elle assure des investissements, des financements à ces pays pour justement éviter l'unité de l'Europe. La conséquence, c'est que l'Europe ne peut se prononcer sur
les ambitions de la Chine sur la mer de Chine du Sud ou sur le contrôle des investissements technologiques chinois en Europe, puisqu'il faut une unanimité. Donc, avec cette façon de faire, la Chine dynamite l'unanimité et l'Europe ne peut plus avoir de volonté politique. Alors, peut-être que Poutine est en train de résoudre le problème en démontrant les inconvénients de privilégier l'intérêt égoïste sur des investissements au détriment de l'intérêt collectif et politique, ce qui ne permet pas d'avoir une politique de puissance, une politique étrangère ou une politique de défense, puisqu'on ne peut pas prendre de décision à l'unanimité. La Lituanie, qui faisait partie du groupe, a pris sa distance. La dernière fois, elle n'a pas voulu participer à cette réunion. Et en plus, la Lituanie a reconnu Taïwan. Alors, vous savez, il faut choisir où on reconnaît la Chine continentale ou Taïwan. La Lituanie a reconnu Taïwan. Et bien sûr, il y a eu des mesures de représailles de la part de la Chine, qui refuse toute importation à partir de la Lituanie. Bon, les Européens ont déploré. Ça s'est compliqué quand ils se sont mis à refuser des produits qui incorporaient à l'intérieur de leur production des produits d'origine lituanienne. Alors là, ça met le BINS dans les échanges avec l'Union européenne. Et à ce moment-là, l'Union européenne a condescendu quand même à dire que les représailles étaient excessives. Et vous voyez comment la Chine exerce son influence et comment le développement économique, qui paraît anodin dans un premier temps, organise une dépendance qui peut être exploitée politiquement dans un second temps. Et au-delà des 17+1, la Chine a attaqué l'Italie. Rappelez-vous, quand l'Italie a manqué de masques, elle a reproché à l'Union européenne de ne pas venir l'aider et elle a arboré le drapeau chinois qui venait ostensiblement à son aide. Vous voyez l'effet pervers de la stratégie chinoise et les Italiens n'ont pas été brillants à ce moment-là. D'autre part, la Chine a fait main basse sur le port de Trieste pour pouvoir attaquer par le sud l'Allemagne et la Chine est très intéressée par le port de Gênes qui constituerait un aboutissement des routes de la soie maritime, naturellement pour continuer d'envahir l'Europe. Vous voyez derrière la stratégie de long terme qui se déroule et comment elle cherche à désunir l'Europe pour l'empêcher de se défendre. Je poursuis dans ces actions, détacher l'Europe des États-Unis. Ce qui est important, c'est l'avenir de la relation sino-américaine, qui est devenue la préoccupation majeure des États-Unis. Et la Chine cherche, méthode là encore, d'Horace, à séparer les curiaces que nous sommes. Et quand les États-Unis ont bloqué Huawei, eh bien, la Chine a menacé les entreprises qui suivraient les directives américaines. Il y a eu des menaces proférées contre le Royaume-Uni, porte-avions, contre l'Allemagne qui refusait la 5G chinoise. Dernier point, c'est l'intégration. Parce que ce que cherche aussi la Chine, après avoir découplé l'Europe des États-Unis, c'est d'intégrer l'Europe à un continent eurasiatique. Ça, c'est important parce que la Russie pensait un peu la même chose. À un certain moment, Poutine était assez d'accord pour qu'il y ait un développement conjoint entre l'Europe et l'Asie, notamment la Russie, mais le même raisonnement est valable pour les Chinois. Alors, le problème, notamment dans la 5G,
c'est que nous n'allons pas contracter avec une entreprise chinoise, mais derrière l'entreprise chinoise, c'est l'État et le Parti communiste chinois qui vont diriger. Il peut y avoir des directives d'interruption de service, d'asservissement, de communication d'informations. Si on traite avec des entreprises chinoises dans certains domaines stratégiques, on perd notre indépendance. C'est d'ailleurs pour ça que les Américains nous ont conseillé de ne pas le faire. Maintenant, les interventions militaires. Comment agit la Chine dans ce domaine? Eh bien, elle tente par tous les moyens de réduire sa dépendance par son plan Made in China 2025. Et c'est clair dans son livre blanc, défense du territoire, défense du régime et aussi élargissement de ses ambitions à Taïwan. Alors, la Chine a participé à de multiples opérations de l'ONU de maintien de la paix en Afrique. La Chine fait son apprentissage dans ce domaine. Évacuation de ressortissants en Libye ou au Yémen en 2015, intervention contre la piraterie dans le golfe d'Aden, et puis elle a installé une base militaire à Djibouti après avoir critiqué la présence française à Djibouti précédemment. On voit que la Chine cherche à acquérir une expérience parce que ça fait des décennies que l'armée chinoise n'a pas été engagée dans des vrais conflits. Donc, il faut acquérir de l'expérience. C'est ce qu'elle fait dans ce domaine. Maintenant, si on regarde un petit peu sa stratégie, on s'aperçoit que son objectif n'est pas seulement l'entourage immédiat de la Chine, mais aussi de se projeter assez loin, par exemple, des navires chinois en Baltique, en mer Baltique en 2018. Vous voyez bien, elle ne se limite pas à son environnement immédiat, elle a quand même des ambitions sur l'ensemble de la planète. D'autre part, elle pratique énormément d'incursions aériennes, par exemple, Taïwan, c'est sa cible principale. Alors, l'un des objectifs, c'est de tester la capacité de réaction de Taïwan, d'une part, et d'autre part, c'est d'user les capacités d'interception parce qu'elles sont énormément sollicitées. Et si on réussit à les user, peut-être que le moment venu, elles sont moins efficaces. Donc, sur le plan militaire, elle met en place un maillage militaire bien au-delà de son étranger proche. Alors tout d'abord, sur mer, la flotte chinoise devient plus importante que la flotte américaine. Non pas en tonnage, mais en nombre de bateaux. Il y en a beaucoup plus de navires chinois que de navires américains. Et on voit si vous voulez, ce qui se passe dans la mer de Chine méridionale, c'est plus de la moitié du commerce extérieur européen qui passe par ces eaux-là, c'est 20% du pétrole, et donc c'est quelque chose d'important pour l'Occident que la liberté de navigation. Alors, si Guy veut bien nous remettre les cartes de la mer de Chine méridionale, on verra à peu près où sont les ambitions et en même temps où sont les craintes de la Chine, parce qu'elle-même a des craintes, c'est d'être, vous voyez, le détroit de Malacca qui se situe entre la Malaisie, sur la gauche, entre la Malaisie et l'Indonésie. Il y a à peu près 700 km. C'est par là que passe toute la flotte chinoise lorsqu'elle va vers la Chine. C'est là aussi que ça permet voilà, de plus près le fameux détroit. Il y a 700 km qui sont ici à protéger et qui sont une zone de vulnérabilité pour la Chine. Donc, elle cherche à maintenir les libertés et en même temps
Et la Chine a cherché à s'approprier un certain nombre d'îles, les Spratleys, les Paracels. Alors, voilà, les Paracels qu'on voit à l'ouest du Vietnam, les Spratleys aussi, et puis ils ont fait ma base sur Scarborough, près des Philippines, où la Chine s'est installée. D'autre part, la Chine s'est installée dans des zones qui étaient couvertes à marée haute, mais dégagées à marée basse. Et là, elle a remblayé tout ça, constitué des pistes d'atterrissage et mis en place des lanceurs d'engins. Donc, elle se développe dans toute cette région. Et en ce qui concerne Taïwan, il y a eu un accord en 1992 en disant un seul pays et deux régimes. C'est à peu près la même chose qu'au bon, donc un pays, deux régimes, mais on sait ce que ça dure, c'est-à-dire pas longtemps. Donc, partie maritime. Sur le plan nucléaire, jusqu'à présent, la Chine avait une politique nucléaire à la française, c'est-à-dire dissuasion du faible au fort. Il y avait à peu près 300 têtes nucléaires stratégiques. Bon, mais là, Xi Jinping est en train de changer. Il trouve que ce n'est pas suffisant. Et quels sont les deux grands compétiteurs? Eh bien, c'est la Russie et les États-Unis. Les États-Unis ont plus de 5000 têtes nucléaires stratégiques et la Russie entre 5 et 6000. Donc, la Chine est en train de changer son arsenal pour avoir une capacité non seulement de dissuasion, mais de menace plus importante. En plus, elle vient de tester, elle n'est pas la seule, une arme hypersonique orbitale. Alors, hypersonique, ça va de 10 à 20 fois la vitesse du son. La caractéristique de ces engins, c'est d'être difficilement détectable et surtout imperceptable. C'est difficile à intercepter parce que ça peut voler à très basse altitude, au-dessous des radars, d'une part, et d'autre part, l'engin est manœuvrant dans la phase finale. Donc, ça rend l'interception beaucoup plus difficile. Vous voyez qu'en ce moment, la guerre des armements est relancée, notamment par la Chine. Bon, d'autre part, elle accroît la portée de ces engins, et ça c'est important pour la vulnérabilité de la 7e flotte américaine, parce que ça repousse les porte-avions américains loin des côtes de Taïwan. Et bientôt, l'île de Guam elle-même sera à portée, sera accessible. Donc, accroissement de la technologie dans ce domaine et accroissement de la vulnérabilité de la 7e flotte. D'autre part, extension des champs de compétition de l'armement à l'espace et au cyber. D'ailleurs, en ce moment, vous avez des attaques de la Russie sur l'Ukraine qui sont des cyberattaques pour neutraliser les capacités de défense antiaérienne de l'Ukraine et pour désorganiser l'armée, la transmission des ordres, etc. Donc, la Chine aussi s'entraîne dans ce domaine au même titre que la Russie. Et d'une façon générale, il y a une intensification des recours aux zones grises. Alors, c'est quoi les zones grises? Eh bien, c'est une agression qui reste en deçà d'une réponse militaire. Alors, c'est notamment les cyberattaques. On peut bloquer beaucoup de choses et bien sûr, ça ne déclenche pas, on ne risque pas de passer à l'affrontement militaire. Mais ça pose bien sûr des problèmes, c'est d'ailleurs l'objectif, à la cible. Donc, vous voyez qu'il y a extension des armements, multiplication des champs d'armement. Voilà la stratégie de la Chine.
Alors, maintenant, quelle peut être la riposte européenne? La grande question, c'est est-ce que l'Europe d'abord a une volonté de se défendre? On peut en douter parce que l'Europe a pris l'habitude de se coucher un peu tôt et de se livrer un peu facilement aux Chinois pour éviter les représailles ou pour tout simplement essayer d'avoir une part du marché chinois. Premier point. Le deuxième, c'est est-ce qu'on est prêt à s'entendre avec les États-Unis et jusqu'où faut-il aller ou ne pas aller? Donc, c'est ça les grandes questions qui se posent pour essayer de construire une politique avec les États-Unis sans se faire vassaliser par les États-Unis. En revanche, on voit bien, et l'attaque russe le démontre en ce moment, qu'il n'est pas du tout de notre intérêt de ne pas se concerter. Autrement dit, ce que Trump préconisait était suicidaire pour l'Occident. Alors, ceci étant, ce qui est dangereux, c'est bien sûr les alliances avec la Russie et puis d'autres pays, mais notamment et surtout la Russie. Et d'autre part, quel est l'adversaire principal de l'Europe à l'avenir? Et une question se pose, est-ce que ce n'est pas l'Afrique? Alors, non pas comme adversaire militaire, mais rappelez-vous du bouquin de Smith, disons la ruée vers l'Europe. C'est-à-dire que l'Afrique, dont la population va passer d'1,5 milliard d'habitants à 2,5 milliards d'ici 2050, risque d'envoyer beaucoup de migrants en Europe. Alors, est-ce que l'intérêt de l'Europe ne serait pas d'accélérer le développement de l'Afrique pour fixer sur place les Africains, pour qu'ils puissent bénéficier de prospérité sans avoir à migrer? Et est-ce que l'Europe ne peut pas avoir des objectifs qui rejoindraient ceux des routes de la soie concernant l'Afrique? Et d'autre part, l'Afrique, a priori, ne fait pas partie des objectifs des États-Unis. Donc, vous voyez, à certains moments, on a intérêt à se rapprocher des États-Unis, mais il se peut aussi que nous ayons des intérêts communs concernant le développement de l'Afrique avec la Chine. Donc, toute la difficulté va être à peu près celle-ci, c'est de maintenir les alliances, l'OTAN, de développer la puissance et surtout l'unité de l'Union européenne, de participer aussi à ce qui se passe en Asie-Pacifique. Parce que j'ai parlé de la RCPE tout à l'heure, mais vous avez aussi les États-Unis qui, après le renoncement de Trump à l'accord transpacifique, eh bien, cet accord transpacifique, finalement, est né sans les Américains, concerne des pays de Indo-Pacifique d'une part, mais aussi l'Amérique latine, qui certains pays d'Amérique latine participent à cette affaire. Donc, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'être un peu plus présent en Asie-Pacifique, d'autant que la France a des intérêts aussi là-bas et a des zones économiques exclusives importantes du fait des îles qu'elle occupe. Voilà les questions qui se posent. Alors, avant d'arriver à notre conclusion, je voudrais vous voir réagir sur ces développements militaires, sur les objectifs. Et la Chine se pose aussi une question, c'est qu'elle ne connaît pas, Xi Jinping ne sait pas comment sa population pourrait réagir à une guerre qui ferait des victimes. Comment les Chinois réagiraient-ils au cercueil? Ça, c'est une des grandes questions. Parce que si jamais il y avait une allergie qui se manifestait à des
initiatives mortifères qui ne vaudraient pas la peine, ça pourrait remettre en cause l'autorité des dirigeants actuels. Donc là, ils ont une interrogation pour savoir ce que leur population est capable de supporter. Voilà un survol rapide, si vous voulez, des objectifs stratégiques et des équipements qui sont actuellement en cours de constitution. Qu'en pensez-vous? Ça va apparaître. Je n'ai pas de commentaire particulier, sauf que on voit bien que même dans les guerres intérieures qui se sont menées en Chine, la population n'a pas beaucoup bougé. Ou alors si elle a bougé, on ne l'a pas su. Donc si demain la Chine se mettait dans une guerre de reconquête de Taïwan en faisant résonner les trompettes nationalistes, je pense qu'il y a peu de chances que beaucoup de monde bouge. Et notre sensibilité d'Européens qui nous fait hurler quand un soldat vient de se faire tuer, lorsqu'il y a eu 1000 morts place Tiananmen, ça s'est calmé. Lorsqu'il y a eu les événements de Hong Kong, ça s'est calmé aussi. Donc, bon, on peut imaginer que les Chinois, à partir du moment où on ne vient pas trop les embêter dans leur vie quotidienne, ne bougeront pas. Oui. C'est un pari. C'est un pari. Non, ce que j'ai peut-être pas assez souligné, si vous voulez, en ce moment, c'est que en mer de Chine méridionale, la flotte intervient, la flotte et aussi l'aviation interviennent beaucoup pour déclencher un petit peu des réactions et voir comment Taïwan d'une part, mais aussi les Américains et les autres pays réagissent. Alors, notamment les Américains ont rassemblé des gens autour d'eux dans le cadre du Quad. Alors, le Quad, c'est le Japon et l'Australie. Il y a plusieurs, et notamment l'ANCUS qui a été négocié récemment avec l'Australie et le Royaume-Uni, et qui a valu à la France de perdre son marché de sous-marins avec l'Australie. Eh bien, il y a des alliances qui se constituent pour répondre aux provocations très fréquentes quand même de la Chine. Donc voilà où nous en sommes. Ce n'est pas la paix qui règne là-bas. Manifestement, il y a des ambitions qui sont annoncées et j'ai l'impression que Xi Jinping rêve de les satisfaire assez rapidement, d'autant qu'il a compris que l'Occident n'interviendrait pas pour défendre Taïwan. Mais le problème, c'est que l'Occident l'a déclaré. La faiblesse est apparue lorsque Obama a refusé d'intervenir pour faire respecter les lignes rouges en Syrie. Et bien sûr, les présidents américains ont continué dans cette lignée-là. Et les Chinois savent qu'il n'y aura pas d'intervention pour défendre Taïwan, sauf emballement mal maîtrisé. L'un des dangers d'ailleurs, à se provoquer mutuellement en permanence, c'est qu'il est souhaitable que les téléphones rouges fonctionnent. Et il y a une faiblesse aujourd'hui, c'est que autant les téléphones rouges fonctionnaient entre la Russie et les États-Unis, autant c'est embryonnaire avec la Chine. Il serait éminemment souhaitable de développer des communications directes entre, d'une part, les plus hauts dirigeants politiques et, d'autre part, les responsables militaires, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas et qui représente un danger, au dire des meilleurs experts actuels qui connaissent bien ce sujet.
Voilà. Autre bon, si dans conclusion cette fois-ci finale, la conclusion c'est que l'évolution géopolitique constitue une menace vitale pour l'Europe en général, et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine le confirme. Je pense qu'on a tendance à sous-estimer la menace géopolitique. D'une façon générale, les populations s'y intéressent pas suffisamment. Alors, ce qui se passe aujourd'hui sera peut-être une opportunité de sensibilisation. D'autre part, on voit bien que les deux acteurs dominants, c'est bien sûr la Chine et les États-Unis, et ce qui pose des problèmes de positionnement à l'Union européenne. Mais n'oublions pas qu'au-delà des prédateurs qu'on vient d'évoquer, il y en a d'autres, hein, la Turquie, l'Iran, l'islamisme, le terrorisme, etc. Et d'autre part, ce qui va se passer en Afrique. En Afrique, ce seront les enjeux, je pense, les grands enjeux du XXIe siècle pour l'Union européenne. Et là, il faudra qu'on soit capable d'avoir un sort différent des décisions qui seront prises par les Américains. Bon, en ce qui concerne la Russie, je n'en parle pas